Je suis en colère parce que le gouvernement se moque de nous depuis des années. Et je suis en colère parce que nos enfants qui arrivent derrière, j'ai pas l'impression qu'ils auront encore mieux que nous. Ils vont voire même pire que nous. Moi, je suis en colère parce que je ne supporte plus les avantages de ceux qui nous gouvernent. Je suis en colère parce qu'il y a trop d'injustice en France. Je suis en colère à cause de la violence policière. Je suis en colère parce qu'il y en a marre de la dictature de Macron. C'est de la colère maintenue. Et le jour où il y aura un seuil de dépassé, peut-être, ce jour-là, ce sera peut-être la prochaine révolution française. J'ai travaillé dans une banque pendant 11 ans et je me suis reconvertie dans les cosmétiques bio. J'ai lancé ma boutique de cosmétiques bio en ligne en décembre 2017. Plusieurs mois, c'est plus possible d'avancer aussi rapidement que je le veux depuis le mouvement. Alors le mouvement des Gilets jaunes, ça a commencé avec une pétition que j'ai lancée le 29 mai 2018 qui dénonçait la hausse des taxes sur le carburant. J'ai commencé à partager massivement la pétition en septembre 2018. Et lorsque ça a figuré dans le Parisien, là, il y a eu un pic énorme de signatures. Moi, j'avais accès aux médias, donc du coup, j'ai fait un appel à un rassemblement tout le 17, en fait, pour le 17 novembre. Et justement, dans cet élan de communication sur le mouvement, il y a un routier qui a fait une vidéo sur Facebook en disant qu'il allait participer à l'événement du 17 novembre et qui proposait à toutes les personnes qui soutiennent le mouvement de mettre le gilet jaune sur le pare-brise, enfin sur le tableau de bord. Je suis mécanicien, auto. Je me suis un petit peu perfectionné dans une marque allemande, dans tout ce qui est codage électronique et tout. Après, comme vous l'avez remarqué, j'ai toujours un peu les mains dans le cambouis. C'est plus fort que moi, je suis toujours obligé de bricoler une voiture. Je suis à l'origine de la vidéo qui a donné le code couleur au mouvement. On me connaît sous le nom de Vestman, papa des Gilets jaunes. J'ai vu sur La France en colère qu'il y avait plusieurs vidéos coup de gueule, justement, comme quoi il y avait des taxes et qu'il pourrait y avoir une manifestation le 17 novembre, donc 2018. Du coup, j'ai pris l'initiative de faire moi aussi cette vidéo. Et pendant ma vidéo, en fait, j'ai pensé à une chose toute bête, c'est qu'on a le gilet jaune dans la voiture qui est obligatoire depuis quelques années. On en a tous un quasiment. Et je me suis dit que ça pourrait être un très bon code couleur. Et en le mettant sur le tableau de bord pour réunir le maximum de personnes avant la date du 17. Donc ceux qui sont d'accord pour le mouvement, peut-être qu'ils sont pas, ils seront au travail, ils pourront pas. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. Tout est parti de ce simple gilet. Alors c'est un simple bout de tissu, mais vu l'impact qu'il a fait en France et même international, parce que c'est sorti de la France, le mouvement des Gilets jaunes, je vais essayer de trouver un beau cadre et plus tard me faire mon petit sanctuaire gilet jaune en souvenir. Il a amené les gens, peut-être que ça a amené une visibilité plus forte parce que c'est coloré. En plus, c'était en lien avec la taxe sur le carburant, donc ça rappelait la voiture. Donc c'est vrai que c'était tout de suite, les gens, quand ils sont dans la rue, ils voient le gilet. Forcément, ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde a son gilet sur le tableau de bord? Allez, les gilets jaunes, CRSSS! On n'imaginait pas forcément que ça prenne une telle ampleur, sauf quand on a commencé à voir la taille du groupe Facebook. Parce qu'on nous demandait, vous pensez qu'il y aura combien de personnes le jour du 17? Et nous, on disait, on ne peut pas savoir combien de personnes sera présentes, mais le groupe Facebook a 300 000 personnes. On va payer des impôts!
sûr qu'on n'était pas loin du million. Ils ne me feront pas croire le contraire. Ils ont affiché 280 000 participants, mais à mon avis, on était beaucoup plus. L'intelligentsia, la classe politique a découvert qu'il existait un peuple en France. Ils ont été très surpris. Et c'est pour ça que je dis toujours, ils ont découvert la tribu perdue d'Amazonie. C'est-à-dire que dès le début, on a été alors il y a eu la violence des deux côtés. C'est-à-dire que la première manifestation, par exemple, on est arrivé très massivement aux Champs-Élysées en chantant la Marseillaise et on s'est tous fait gazer. Ça a été déjà un choc parce que se faire gazer sans qu'on ait été violent, c'est choquant. On courait partout aux Champs-Élysées parce qu'on se faisait gazer de tous les côtés. Il y avait des personnes âgées, il y avait beaucoup de retraités. Ça a dû les choquer. Pourquoi ça a dérapé, on ne le saura jamais réellement, mais partout où moi j'ai été, sur le terrain, partout où j'ai été, j'ai eu le même ressenti, ça part toujours des forces de l'ordre. Donc par rapport aux violences policières, moi ce que j'en pense, c'est que y en a, c'est par légitime défense. Quand il y a un personnel de force de l'ordre qui se fait agresser par 200 personnes, il se défend, c'est normal, il craint pour sa vie. Mais de l'autre côté, on a des centaines de vidéos où on voit 5, 6, 7 membres des forces de l'ordre tabasser des femmes au sol, frapper à la tête, tirer au lanceur de balles à moins de 5 mètres dans la tête. 780 € par mois qui valide. Le point vraiment culminant, ça a été l'acte 3, le 3e samedi. Les manifestants sont rentrés dans l'Arc de Triomphe. Moi j'étais là, j'ai des photos, c'était le chaos, c'était inimaginable de voir des scènes comme ça à Paris. Macron a eu peur parce qu'il était pratiquement, il avait préparé l'hélicoptère, tout ça pour l'exfiltrer de l'Élysée, donc ça a vraiment, il y a eu vraiment le pouvoir à trembler à ce moment-là. Hein. Le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Beaucoup de personnes tout au long des manifestations qui ont perdu soit un membre, enfin une main, qui ont eu des flashballs dans la joue, dans l'œil. Et plus récemment, le cas qu'on a rencontré, c'est celui de Jérôme Rodriguez. Auparavant, j'ai été 20 ans dans le commerce, à des postes à responsabilité. Aujourd'hui, je suis en reconversion pour devenir plombier. Et aujourd'hui, je fais partie du mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était le samedi 26 janvier. On manifestait. Ouais, c'est le bordel sur Bastille. Les Black Blocs sont attaqués. Et moi, je suis en train de filmer tout ce qui se passe avec les lives de Facebook. Et pour pas gêner la police, je me recule. Et à ce moment-là, je subis 2 attaques. Donc la première attaque, c'est une grenade de dispersion qui permet de faire évacuer la foule. Et la deuxième attaque, c'est un tir de LBD 40. Et je sais qu'à ce moment-là, je suis victime. Et quand je tombe, je me dis dans ma tête, voilà, je vais être un peu mal poli, mais je me dis, putain, ils m'ont touché. Et puis,
il y a des gens, il y a beaucoup de bruit et j'ai pas mal. Sauf que j'entends les gens qui crient ils lui ont crevé l'œil. Donc, j'ai froid parce que je suis par terre. Et puis je trouve ça très très long. Ça dure très très longtemps. Donc j'ai été opéré pendant 5 heures. Ils m'ont recousu l'œil, le globe oculaire, parce qu'il a été, ça fait comme un ballon, et il a été crevé. Donc ils ont fait 17 points de suture. Mais c'était un peu compliqué parce que c'était vraiment à l'arrière de l'œil. J'arrive pas à voir, donc je reverrai plus de l'œil. Alors, la police française est équipée de LBD, des lanceurs de balles de défense. Donc c'est une arme qui permet d'avoir quelque chose d'intermédiaire entre le tonfa et la matraque, qui est une arme de corps à corps, et le pistolet où on tire à balles réelles. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que l'État français, pour des raisons d'économie, n'a pas acheté les munitions recommandées par le fabricant. Donc elles sont moins précises que celles que le fabricant recommande, et en plus elles sont beaucoup plus dures et plus violentes qu'en cas d'impact. Bah ça c'est la munition d'un LBD 40. C'est la balle. Voilà. Ça, on me l'a donné. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris dans l'œil. Donc ça, c'est 60 grammes à 300 km/h. Des fois, l'impact de ça en pleine tête, c'est presque l'équivalent d'un accident de voiture quand on percute un pare-brise ou un volant. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. C'est avec ça aujourd'hui que Macron parle de démocratie. C'est avec ça que le président Macron nous répond aujourd'hui en France quand on veut juste un peu plus de justice, de dignité humaine et d'égalité. Le mouvement, il est parti pour ma part, c'était la taxe sur les carburants. En fait, le problème, c'est que le carburant, au mois d'octobre, quand j'ai fait ma vidéo, il était déjà à 1,34, 36, je crois, de mémoire. Hein. Et il devait passer à 1,50 € au mois de janvier. Ça peut paraître pas grand-chose. Le problème, c'est que pour des personnes qui touchent moins de 1 000 €, ou qui sont en dessous du seuil de pauvreté, un plein d'essence, c'est quelque chose qui pèse très lourd sur le budget. On ne prend pas en compte que dans la ruralité, des gens ont besoin d'un véhicule personnel pour aller faire des courses, pour se rendre à l'hôpital, pour s'il y a une urgence, etc. Le problème en France, c'est qu'on ne peut pas comparer la vie en province, les petits villages éloignés du centre-ville, et une grande ville comme Paris où justement il y a des métros partout, des transports en commun. C'est incomparable. Le mouvement des Gilets jaunes part de ces territoires ruraux, de petites villes, de villes moyennes. Ce qui est logique, puisque c'est là que vivent les classes populaires. J'ai vécu 36 ans dans les banlieues parisiennes, où on fréquente tout un tas de gens, mais la misère sociale est aussi là. Des appartements insalubres, où les gens n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent, où les jeunes s'ennuient dans les cités, où la police aussi fait de la répression. Tout ça aussi, moi j'ai vécu dans les banlieues. La France reste un pays très riche. Nous ne sommes pas dans quand vous regardez les indicateurs, la création de richesses n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années. Il n'y a pas un pays qui s'effondre économiquement.
C'est vrai que de l'extérieur, alors si on compare un pays par rapport à d'autres pays qui sont peut-être dans la misère, ou qu'il y a beaucoup de pauvreté, des choses comme ça, effectivement, sur le tableau, on peut se dire, effectivement, en comparaison à ces pays-là, il y en a qui vont peut-être se dire pourquoi on se plaint. Mais sauf que quand on vit dans un pays, on voit midi à sa porte, comme on dit. Donc on voit ce qui se passe pas chez soi. Le gros problème en France, c'est que les salaires ne montent pas. On reste toujours au salaire fixe, ça monte jamais. Mais la vie coûte plus cher, de plus en plus cher. Moi, j'ai rien contre les riches, hein. Je suis d'accord pour qu'ils gagnent de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, à un moment donné, vivre dans une société où les riches s'enrichissent de plus en plus sur le dos des pauvres. Mon salaire actuel était de 1 850 € donc. Et avec ça, il y a le salaire, il se fait ponctionner donc, le logement, 750 € de logement. Le carburant, on va compter 200 € en moyenne de carburant. Tout ça, mis bout à bout, fin du mois, on n'est pas à découvert, mais on est juste. C'est bon, on y est. Alors, on avait présenté 3 grosses revendications. Une qui consistait à baisser les taxes des produits et services de première nécessité. La deuxième chose, c'était de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, qu'on appelle souvent le RIC. Pourquoi? Parce que ce serait un des moyens de pouvoir participer à la mise en place des mesures. La troisième, c'est la baisse des salaires et des rentes des hauts fonctionnaires, les privilèges qu'ils ont, d'abolir les privilèges qu'ils ont. Leurs revendications qu'ils nous ont remis sur 2 pages vont très au-delà des questions de la transition écologique. La discussion a été d'ailleurs très cordiale, très, je dois dire, très libre. Nous avons pu échanger sur l'ensemble des sujets qu'ils souhaitaient. Oui, je considère que le rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique, ça a été un rendez-vous de forme. Pour la forme. Voilà, on vous a reçu, voilà, vous êtes content, merci, au revoir. Ne pas oublier le petit gilet, le code couleur, très important, montrer la solidarité. Donc on fait partie du mouvement. Voilà, on va rejoindre les Gilets jaunes de Toulouse. Apparemment, Toulouse, c'est là où il n'y a pas un samedi où ça part pas en affrontement. Apparemment, j'y suis pas encore allé une seule fois, mais tous ceux que j'ai côtoyés qui y ont été sont venus blessés, ont ramassé comme jamais. Donc. Chez toi. Aïe, aïe, ça court. Oula, oula. En fait, tellement c'est bien organisé par les forces de police, ils nous emmènent au Capitole de force, regarde. Ça, c'est la BAC, c'est les plus méchants, on va dire. Ils sont en civil toute l'année, comme ça, tout le temps. Là, ils ont juste le casque anti-émeute, en plus. Après, on voit pas leur visage. Franchement, c'est l'équivalence de hooligans, sauf qu'ils ont le droit, ils ont une carte police. Eux, ils ont carte blanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont le bâton facile. Allez, vous la jetez. Alors après, il y a eu des débordements, souvent, les débordements se font en fin de manifestation. Alors je pense qu'il y a des gens qui viennent spécifiquement pour nuire, et ça, on les voit dans toutes les manifestations. C'est hyper compliqué à savoir qui est casseur ou pas, parce que même moi j'ai été dans des manifestations où, enfin sur Paris par exemple à l'acte 3 et 4, j'avais un masque à gaz, j'avais des lunettes de piscine et j'avais un casque et pourtant j'ai rien cassé. Alors, les casseurs sont par contre assez futés pour arriver masqués sur la voie publique, c'est-à-dire qu'ils ont des cagoules, des masques, etc. Et dès que la police commence à s'occuper d'eux, en général, sur le mouvement des Gilets jaunes, ils vont se cacher dans les Gilets jaunes. Et ils s'enfuient, ce qui veut dire que quand la police riposte,
en fait, on ne sait plus où ils sont. Donc c'est compliqué. Et moi, une fois, j'ai interrogé un responsable des CRS, c'était aux Champs-Élysées, où je leur ai dit c'est bizarre, vous voyez les casseurs, on les voit, on les a vus arriver. Ils sont habillés différemment, on est capable de les détecter, pourquoi vous n'allez pas les interpeller? Et il m'a fait ça. Est-ce que le fait de laisser ces violences se mettre en place ne fait pas le jeu du gouvernement pour dire que les gilets jaunes sont mauvais et nous discréditer? Moi, suite à mon accident, il y a beaucoup de policiers qui ont été embêtés par ça, qui sont venus me soutenir, qui sont venus m'apporter des messages. Et il y en a certains qui ont été aussi dans des confidences et qui ont dit que des fois, ils ont des ordres de laisser casser. Casseur, casseur, casseur. Oh, flashball. Voilà, là-bas, vous êtes avec eux. Ils ne font pas leur boulot, putain. Arrêtez de les protéger. C'est pas mal bien passé en fait. C'est pas encore fini, mais ça s'est passé assez bien. Ah ben oui, il faut pas lâcher, il faut pas abandonner. On a réussi à résister à l'hiver, donc les beaux jours arrivent. C'est là où on va être déterminé. Le problème, c'est que dans les faits, cette fameuse augmentation de 100 € sur le salaire, c'était une augmentation sur la prime d'activité que tout le monde ne touche pas, parce que tout le monde n'est pas éligible. Donc ça concerne qu'une petite partie de la population. C'est pas 100 € pour tout le monde, quoi. C'est du mensonge, cette taxe. Et alors, il a enlevé la taxe? Les Français vivent mieux aujourd'hui? Non? Ça continue? Quand on nous dit souvent, les médias, ils nous disent oui, nous n'avez pas l'impression que le mouvement il s'essouffle, il se passe plus rien, etc. Mais en fait, on dit il se passe des choses différentes. Au départ, on n'était que sur de l'action, manifestations, blocages, front, etc. Et aujourd'hui, on fait des manifestations et des débats, des manifestations et des assemblées, des manifestations et des réunions. Aujourd'hui, c'est le réseau social qui fait que le mouvement continue et est alimenté. En fait, c'est la réunion générale, c'est sur Facebook en fait. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on arrive à s'organiser, à se mettre en place. Sans les réseaux sociaux, je pense qu'on n'arriverait pas à s'organiser autant. Aujourd'hui, on est là, on attend Jérôme Rodriguez qui fait une tournée dans l'Oise et qui vient nous rendre visite. Hey, salut Jérôme. Bonjour, ça va? Très bien. La forme? Bienvenue à Bois de Jéhu. Jérôme, pour nous, c'est pas une personne particulière, c'est l'un d'entre nous, c'est tout. Mais c'est énorme aussi. Je viens ici aujourd'hui pour pouvoir rencontrer les gens, pouvoir débattre, échanger, voir un petit peu ce qu'ils vivent sur les ronds-points et prendre des informations et pourquoi pas refédérer un petit peu pour revenir au centre des revendications et de pourquoi on est aujourd'hui dans la rue. Je veux dire, dans les cafés, je paye plus un café. Hein. Quand j'arrive au café, on me le paye, tu vois. Donc Ça va finir par être gênant pour toi. Non, après si ça reste qu'un café, tu vois. Mais tu sens que les gens sont solidaires et tout ça. Moi je dis plus une tête d'affiche au final. Ouais, une tête qui sort un peu plus que d'autres. Maintenant, j'ai peut-être une voix qui porte un peu plus et les messages que je passe sont entendus, mais il n'y a pas de leader. Je ne suis pas un leader. Et là, pour la première fois, nous avons un mouvement où il n'y a aucun, en réalité, il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun intellectuel, il n'y a aucun parti politique, aucun syndicat. Avec des leaders, on peut contrôler les groupes et on peut contrôler les gens.
Et quand le système politico-médiatique s'empare d'un sujet ou d'une personne, il arrive à en faire un petit peu ce qu'il veut. Et j'espère que Jérôme ne deviendra pas comme ça. Je ne crois pas. Mais c'est effectivement le risque. Parce qu'aujourd'hui, il arrive, et c'est vrai qu'on ne le reçoit pas comme les autres gilets jaunes. Il arrive, tout le monde s'intéresse à lui, et finalement, c'est bien, mais il faut surtout se méfier de ça. À quel moment on arrêtera? Je pense qu'on arrêtera quand il n'y aura plus une seule personne dans ce pays qui souffrira de pauvreté. J'espère que le président va enfin sortir de sa cachette et affronter le problème à la souche. Tant qu'il n'y aura pas une confiance absolue, on ne pourra jamais s'arrêter comme ça. Comment avoir confiance aujourd'hui en un président qui nous a tiré dessus? Ça va être très très difficile, je pense. Mais avant de rentrer à la maison, il y aura beaucoup de boulot. Aujourd'hui, on ne peut plus faire en machine arrière. Il y a eu un avant 17 novembre et il y aura un après 17 novembre. On a fait naître un élan de solidarité, on a fait naître des assemblées citoyennes, des assemblées générales, des réunions, des choses comme ça qui travaillent sur le RIC. Donc ça, c'est quelque chose qui ne mourra pas. S'éteignent, prennent des formes différentes, politiques ou non, peu importe. Les Gilets jaunes ont gagné, c'est-à-dire que nous savons qu'il existe un peuple en France.